Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 16 septembre. Plus de 100 martyrs et des centaines de blessés depuis ce matin dans la bande de Gaza. L'entité sioniste intensifie son agression génocidaire, notamment sur la ville de Gaza. L'entité sioniste est en train de commettre un génocide à Gaza depuis octobre 2023 avec l'intention de détruire les Palestiniens. C'est ce qu'affirme une commission d'enquête indépendante internationale de l'ONU. Le Yémen, une nouvelle fois agressé par l'entité sioniste ayant effectué une douzaine de frappes visant notamment le port stratégique d'Hodeïda. Bonsoir à tous. L'agression génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit pour le 711e jour consécutif. L'entité sioniste a intensifié ses frappes, faisant plus de 100 martyrs, dont la plupart dans la ville de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 59 martyrs et 386 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'élève à 64 964 martyrs et 165 312 blessés. Et je vous le disais en titre, la ville de Gaza se transforme en un véritable enfer. L'entité sioniste accélère son plan d'occuper la plus grande ville de l'enclave palestinienne en faisant tout pour la rendre invivable par la destruction et en chassant sa population par les armes. Kherdin Patash. Imaginez une population de 1,3 million d'habitants tassée dans 106 km², bombardée à longueur de journée et tentant de fuir une mort quasi certaine, mais pas une terre qui lui appartient. Elle est désormais sous la menace directe d'une invasion terrestre censée la contraindre à l'abandonner de force ou à y mourir en martyr. L'entité sioniste, via ses bras de propagande militaire, évoque ce mardi 16 septembre le lancement de la phase principale de cette opération génocidaire, ce après une nuit de terreur qu'ont vécu les Palestiniens sous leurs tentes de fortune, leurs abris improvisés ou dans ce qui reste de leurs maisons pilonnées sans demi-mesure. Le porte-parole de la défense civile à Gaza, Mahmoud Bassal, a déclaré qu'il y avait des martyrs, des blessés et des personnes disparues sous les décombres après des frappes aériennes sionistes visant un bloc résidentiel près de la place Al-Shawa à Gazaville. Le mouvement Hamas dénonce aujourd'hui dans un communiqué un nouveau chapitre de l'agression génocidaire contre le peuple palestinien de Gaza en évoquant des crimes qui piétinent l'ensemble des règles du droit international. Mais dans un contexte d'intensification sans précédent des bombardements, le pire reste le contexte. Une situation humanitaire catastrophique qui prévaut à Gaza depuis de longs mois, illustrée par cette famine extrême qui affaiblit les corps et marque les esprits des vaillants et valeureux civils palestiniens. Tous les ingrédients d'une punition collective infligée aux Palestiniens de la ville de Gaza sont présents dans cette invasion, dont le premier objectif, il faut le rappeler, est de vider un territoire de sa population au su et au vu du monde entier. Pendant ce temps, les massacres continuent dans l'ensemble de l'enclave palestinienne où l'on dénombre depuis ce matin plus de 101 martyrs, selon les dernières informations qui nous parviennent de Gaza, la plupart ayant été transportés vers l'hôpital El-Mahmadani. 95 martyrs ont été signalés dans les zones centre et nord de l'enclave palestinienne. Et pour évoquer ces développements, nous avons en direct avec nous l'enseignant en histoire géopolitique Nourdine Saadallah depuis Genève. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Enchanté. vous venez de l'entendre dans les sujets qu'on vient de passer. L'entité sioniste semble déterminée à mener à bien son plan d'occuper la ville de Gaza. Elle a intensifié son agression juste après la visite dans les territoires occupés du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Comment l'interpréter? Alors, c'est un semblant, on peut l'interpréter de cette manière. La veille, effectivement, on a Marco Rubio qui est en visite et le lendemain même, effectivement, il y a cette attaque d'ampleur qui est menée par l'entité. Moi, je voudrais peut-être revenir sur un terme, si vous permettez. On utilise le terme d'occupation. Je préfère utiliser le terme d'annexion.
Très bien. Et entre-temps, en tout cas, Nordis Adella, le monde entier assiste à un génocide à Gaza. La plus grande ville de l'enclave palestinienne est transformée par l'entité sioniste en un immense tas de ruines. Sa population est assassinée par, il faut le souligner, des armes non conventionnelles, interdites même. Sa population est aussi affamée et subit le déplacement forcé. Comment arrêter cette machine génocidaire aujourd'hui? Alors, on est dans la suite et la continuité, hein. Il faut rappeler que cette opération, en fait, est menée depuis plusieurs décennies, mais pour revenir sur l'histoire un petit peu plus présente, il y avait l'opération Glaive de fer qui avait été menée en 2023. Ensuite, s'en est suivi en mai l'opération Charge Eldéon 1 en mai. Et là, l'opération qui avait été annoncée le 20 août a été mise en application effectivement hier, l'opération Char Gédéon 2. Ça s'inscrit dans ce processus d'annexion du territoire gazaoui qui est quasiment détruit, anéanti. Donc on n'est plus dans cette logique ou cette stratégie d'Aïa, d'ailleurs, qui avait été nommé Mhm. d'Aïa par un général de l'entité. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique et une stratégie d'anéantissement, celle qu'avait décrit Clausewitz en 1832, tout détruire pour qu'il n'y ait plus aucune résistance. D'ailleurs, ce plan aussi prévoit le déplacement des populations palestiniennes de la bande de Gaza. Un déplacement Dès forcé, oui. 2020, tout à fait, dès 2023, rappelez-vous, on avait déjà annoncé le déplacement de 2,2 millions Mhm. de Gazaouis, soit en Égypte, soit en Arabie Saoudite, soit en Jordanie. Solutions effectivement qui n'ont pas donné suite. Donc on est passé à une phase d'anéantissement et de destruction totale. Aujourd'hui, quasiment 90% du territoire est anéanti. Très bien. On rentre dans Gaza City et on continue les destructions massives Et justement, le génocide. Nordin Saadallah, permettez-moi rapidement, avant de finir, vous avez parlé en quelque sorte d'une certaine impunité de l'entité sioniste, la reconnaissance d'un État palestinien pour laquelle se sont engagés de nombreux États lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies dans quelques jours, peut-elle justement mettre fin à cette impunité de cet agresseur sioniste? Encore une fois, on est encore une fois dans la continuité de cette impunité, comme vous le dites. Il y a eu effectivement enfin, les, les organisations internationales qui se sont scandalisées, le double standard de l'Union européenne, Oui, mais le double reconnaître discours aujourd'hui aussi un des État États. palestinien peut-il contribuer à changer la donne? Mais ce n'est pas leur objectif. Ce n'est Oui. pas leur objectif. Leur objectif, c'est de détruire Gaza, d'annexer les territoires palestiniens, s'approprier une terre qui n'est pas à eux et d'en exclure effectivement ce peuple. Très bien. Merci Alors, beaucoup, Nordine. Merci beaucoup, Nordine Saadallah. Je rappelle que vous êtes enseignant en histoire géopolitique. Vous étiez en direct avec nous depuis Genève. merci à vous. Et pendant ce temps, les appels pour arrêter les fusions de sons se succèdent. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains, Volker Turk, a appelé ce mardi l'entité sioniste à mettre fin immédiatement au carnage à Gaza, soulignant que les preuves s'accumulaient concernant les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire plus. Il est clair que ce carnage doit cesser, il doit cesser immédiatement. Je ne peux qu'imaginer que cela signifie pour les femmes, les enfants souffrant de malnutrition et que les personnes handicapées s'y sont à nouveau attaquées de cette manière. Et je dois dire que la seule réponse possible est de mettre fin à ce carnage.
Et comme je vous le disais en titre, une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU a affirmé ce mardi que l'entité sioniste était en train de commettre un génocide à Gaza depuis octobre 2023 avec l'intention de détruire les Palestiniens. La commission d'enquête a conclu que les forces de l'occupation sioniste avaient commis 4 des 5 actes génocidaires définis par la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime du génocide. Aujourd'hui, nous constatons en temps réel comment la promesse du plus jamais ça est rompue et mise à l'épreuve aux yeux du monde. Le génocide en cours à Gaza est un scandale moral, est une urgence juridique. Les États membres des Nations Unies doivent agir maintenant. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la Cour internationale de justice le déclare comme un génocide. Tous les États sont tenus d'utiliser tous les moyens en leur pouvoir pour empêcher qu'un grand génocide ne soit commis. Nous exhortons donc les États membres à garantir que les crimes commis répondent de leurs actes et à empêcher que d'autres crimes ne soient commis non seulement à Gaza, mais dans l'ensemble du territoire palestinien occupé. Oui, nous espérons que ce rapport sera lu par les plus hautes autorités, y compris le secrétaire général des Nations Unies, car eux aussi sont formés à se fier aux faits. C'est la première fois, et nous sommes le seul organisme d'enquête de l'ONU, qu'il a fallu 2 ans pour éviter les faits. La plupart de ces faits apparaissent donc déjà dans nos rapports, mais nous avons également enquêté sur 3 ou 4 nouveaux éléments. Ces faits devraient donc inciter les hauts responsables des Nations Unies à qualifier la situation de génocide. Cette enquête arrive-t-elle trop tard? Eh bien, pour nombre de Palestiniens qui vivent quotidiennement les affres du génocide, la question ne se pose même pas, vu les atrocités commises par l'entité sioniste depuis près de 2 ans. Nous avons appris aujourd'hui que les Nations Unies ont conclu qu'Israël avait commis des massacres, un génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. C'est vrai, les Nations Unies auraient dû formuler ces conclusions il y a longtemps car Israël commet quotidiennement des massacres contre le peuple palestinien et a recouru à tous les moyens. Les Nations Unies doivent se tenir à nos côtés, défendre notre cause et s'efforcer de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza par tous les moyens. Et au plus vite, nous demandons à tous les frères de la communauté internationale de soutenir le peuple palestinien de la bande de Gaza, de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza immédiatement, sans aucune condition. Et en conséquence de ces actes, les commissaires européens doivent se prononcer dès demain sur de nouvelles sanctions contre l'entité sioniste en raison de son agression génocidaire. Cela devrait concerner la suspension de certaines dispositions relevant des accords commerciaux avec l'Union européenne. Demain, en réunion du collège, les commissaires adopteront un paquet de mesures concernant Israël, notamment une proposition de la Commission visant à suspendre certaines dispositions commerciales de l'accord euro-méditerranéen entre l'Union européenne et Israël. Et c'est depuis Berlin, aux côtés de son homologue allemand, que la ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergard, a appelé ses partenaires de l'Union européenne à accroître la pression sur l'entité sioniste et à arrêter le génocide à Gaza. Concernant les nouvelles aujourd'hui, concernant l'attaque sur la ville de Gaza, nous, du côté suédois, sommes extrêmement inquiets. Nous avons clairement indiqué dès le début, lors de la présentation de ces plans, que toute modification de territoire par la force constituerait une violation du droit international. Nous sommes également extrêmement préoccupés par la situation à Gaza et nous voulons dire que nous devons exercer davantage de pression sur le gouvernement israélien pour qu'il autorise l'entrée de l'aide humanitaire, mais aussi sur le Hamas. De son côté, le Luxembourg a l'intention de reconnaître ce mois-ci l'État de Palestine, selon le Premier ministre du pays, Luc Frieden, et le ministre des Affaires étrangères, Xavier Bettel. La décision finale sur la reconnaissance devrait être prise au plus tard ce mois-ci, lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, en coordination avec plusieurs autres pays.
Je vous en parlais en titre. Et dans sa folie génocidaire, l'antité-sioniste a mené une nouvelle agression sur le Yémen. Ce mardi, l'aviation israélienne a effectué 12 frappes sur le port stratégique d'Hodeïda, sur la mer Rouge, et ce, au moment où étaient organisées dans la capitale yéménite Sanaa les funérailles des 30 journalistes tombés en martyrs la semaine dernière suite à des frappes de l'antité-sioniste à Sanaa. Le groupe des États arabes aux Nations Unies a condamné ce mardi au Conseil des droits de l'homme onusien à Genève avec la plus grande fermeté l'agression sioniste flagrante ayant ciblé la capitale qatari Doha en la qualifiant de crime odieux que l'histoire retiendra et d'atteinte grave au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux usages internationaux. C'est ce qu'a notamment souligné le chef de la mission permanente de l'Algérie auprès du bureau de l'ONU à Genève, Rachid Beladhan, alors qu'il intervenait au nom du groupe lors d'une réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme onusien concernant l'agression sioniste contre le Qatar. L'Algérie condamne et dénonce l'agression honteuse d'Israël contre Doha. Nous sommes solidaires de notre frère l'État du Qatar. L'expansion israélienne et son agression et la prise pour cible des négociateurs montrent que la puissance occupante ne recherche pas la paix. Cet acte irresponsable montre un mépris total de la diplomatie et confirme encore une fois qu'Israël ne reconnaît aucune limite à sa brutalité et ne respecte pas le droit international ou les principes humanitaires. Dans l'actualité également, la délégation de l'Union européenne en Algérie et le Programme alimentaire mondial ont salué ce mardi à Alger le rôle de l'Algérie dans la prise en charge des besoins des réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf, intervenant lors d'un événement destiné à réaffirmer l'engagement de la délégation de l'Union européenne en Algérie envers les réfugiés sahraouis en poursuivant son financement à l'agence onusienne. La représentante et directrice pays du PAM en Algérie, Aline Rumonge, a indiqué que depuis plus de 50 ans, l'Algérie faisait preuve d'une générosité exemplaire en accueillant des réfugiés sahraouis. Et depuis près de 40 ans, le PAM est à ses côtés, fournissant une assistance alimentaire et nutritionnelle vitale, tout en soulignant que 80% des réfugiés sahraouis dépendaient entièrement de l'aide humanitaire. Elle a en outre salué le soutien d'effectifs de l'Union européenne et son engagement envers cette population. Nouvelle tension entre Caracas et Washington. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a fustigé l'attitude de son homologue américain Donald Trump qui a annoncé hier soir avoir frappé un nouveau bateau de narco-terroristes vénézuéliens. Dénonçant ces frappes, Nicolás Maduro les a qualifiées d'agressions visant à saper la souveraineté du Venezuela. Il ne s'agit pas de tension, mais d'une agression pure et simple. Agression judiciaire lorsqu'ils nous criminalisent. Agression politique avec leurs déclarations menaçantes quotidiennes. Agression diplomatique. Agression militaire continue. Le Venezuela est habilité par le droit international à affronter cette agression de manière globale. Il ne s'agit pas de tension, mais d'une agression. Les nouvelles opérations américaines menées au large du Venezuela sont le dernier épisode de tensions de longue date entre les deux pays sur fond de méfiance et de confrontation autour des dossiers énergétiques et géopolitiques. Tinhinel Makassi. Le président vénézuélien Nicolás Maduro n'a pas tardé à hausser le ton face aux récentes frappes militaires américaines, les qualifiant d'agression manifeste. Selon lui, ces attaques contre des navires vénézuéliens ne révèlent pas d'une simple tension diplomatique, mais bien d'actes hostiles, délibérés et multiples, judiciaires, politiques, diplomatiques et militaires. Pour Caracas, ces frappes ne visent qu'un objectif,
écraser la souveraineté vénézuélienne sous couvert de lutte contre le narcotrafic. Mardi, les États-Unis ont de nouveau frappé un bateau qu'ils accusent d'appartenir à des narcoterroristes. La première attaque remonte au 2 septembre dernier. Pour le gouvernement vénézuélien, ces frappes sont un signal clair de préparatifs à une agression militaire. Une thèse qui trouve écho dans l'histoire récente lorsqu'en 2017, durant son premier mandat, Donald Trump avait suggéré qu'une intervention militaire contre le Venezuela était une option sur la table. Et depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain n'a cessé de durcir son discours à l'égard de Caracas. Cette logique d'escalade a pris une nouvelle forme en 2019 avec le soutien de l'administration Trump à Juan Guaidó, l'opposant autoproclamé président du Venezuela. À cette époque, Washington a soutenu une tentative de soulèvement militaire contre Maduro, l'opération Liberté, qui a échoué lamentablement face à la fidélité de l'armée vénézuélienne au pouvoir en place. Mais cet échec n'a pas entamé les ambitions américaines. Bien au contraire, l'administration Trump a renforcé sa pression économique via des sanctions visant à fragiliser le pays. Et pour reprendre une expression consacrée dans les westerns américains, la tête même du président vénézuélien est mise à prix pour la somme de 15 millions de dollars depuis 2020. Ce recours à l'ingérence rappelle le coup d'État contre Hugo Chavez en 2002, qui, bien qu'échouant, a laissé place à une nouvelle série de sanctions économiques et de pressions diplomatiques. Ce mécanisme de domination par Washington s'inscrit dans une longue tradition dans le logiciel de la politique étrangère américaine, lorsque les États-Unis ont cherché à contrôler les ressources naturelles du Venezuela, dont le pétrole est l'une des plus grandes réserves mondiales. Le pétrole vénézuélien est un enjeu stratégique majeur. Depuis l'arrivée de Hugo Chavez en 1999, qui a lancé des réformes sociales financées par les revenus pétroliers, Washington a vu ses intérêts économiques menacés. Le virage bolivarien du Venezuela, qui rend avec les dépendances à l'égard des États-Unis, est perçu comme une menace stratégique. Les frappes militaires récentes sous couvert de lutte contre le narcotrafic n'échappe pas à cette dynamique. Membres d'observateurs pointent du doigt la fausseté de ces arguments, rappelant la manipulation des États-Unis lors de l'invasion de l'Irak en 2023, avec la fameuse présentation de Colin Powell au Conseil de sécurité de l'ONU et l'argument fallacieux concernant les armes de destruction massive. La guerre en Ukraine a aussi modifié les relations entre Washington et Caracas, les faisant passer par un moment de sérénité lorsque Washington autorise ses entreprises à reprendre des relations commerciales avec Caracas, une sérénité de courte durée qui rappelle que cette relation dépend également de l'évolution géopolitique mondiale. Cela dit, le bras de fer entre Caracas et Washington s'inscrit dans la logique du front ouvert entre la Chine et les États-Unis. Caracas, avec ses vastes réserves, se place au cœur d'un réajustement géopolitique. Et la conviction de Maduro pour le Sud global par ses alliances diplomatiques et commerciales exacerbe l'hostilité de Washington. Dans l'actualité aussi, le ministère russe de la Défense a affirmé ce mardi avoir mené des frappes de drones sur une station de distribution de gaz desservant l'armée ukrainienne dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, soulignant que l'installation servait pour le stockage et la distribution de gaz au profit des unités de combat et des unités arrières ukrainiennes. À la direction Batna, dans l'Est algérien, avant de nous quitter, où le Vietnam est invité d'honneur de la 5e édition du festival du film Ahmed Rassen a été à l'honneur avec la projection du film Dao Pho Va Piano en présence de l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, un moment marqué par la rencontre entre artistes vietnamiens et leurs homologues algériens, renforçant ainsi le dialogue et l'échange culturel. Bằng cành hoa xuân hiếm hoi này. Tôi đi được chót lọt là nhờ thằng nhóc này. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.